sais pas, il faut attendre 10 minutes encore ou on peut y aller parce que la salle est pleine de toute façon. Non, très bien. Merci. Merci d'être venu. Bienvenue dans cette présentation sur les recettes des CQRS. Donc, juste pour vous situer un petit peu de quoi on va parler, c'est plutôt une vue high level et donc basée sur des décisions business qui vont nous mener à choisir une telle ou telle architecture et pourquoi utiliser CQRS, etc. Donc il y aura pas il y aura des détails techniques, mais ça serait plutôt des petites astuces que j'ai appris au fil de l'intégration des différents projets CQRS et Event Sourcing, et parfois CQRS en Event Sourcing. Donc, moi je me présente Thomas Jascula, donc je suis consultant indépendant. Actuellement je travaille à la Société Générale dans une équipe de Forex, donc des trading de haute fréquence. Et bon, de temps en temps j'écris sur mon blog plutôt sur des concepts fonctionnels et la programmation fonctionnelle avec le langage F#. Donc en parallèle également j'ai recréé la communauté Domain Driven Design que vous pouvez trouver sur Meetup, ainsi que la communauté F# User Group. Donc on va tout de suite rentrer dans les vifs du sujet. Donc on va parler des recettes. Donc on va d'abord se concentrer sur des recettes les plus simples. Et pour ça, j'ai utilisé un petit peu la pyramide de Maslow. Bon, de toute façon, tout le monde colle cette pyramide dans ses présentations, parce que c'est très facile en fait, à hiérarchiser différents concepts. Et donc moi, je me suis dit, on peut même l'adapter à des recettes de cuisine. Puisqu'on va parler des recettes d'architecture, bon, on va un petit peu faire le parallèle. Et donc, ce que je disais, on peut faire très facilement le parallèle. Et donc le mieux, c'est de commencer tout de suite avec on va dire une histoire business. Et donc là, j'ai choisi un domaine d'e-commerce. C'est très facile à comprendre par tout le monde, et tout le monde a déjà eu on va dire, affaire à un domaine d'e-commerce en tant qu'acheteur, ou même si vous travaillez dans un domaine similaire. Donc au départ, on va dire, on démarre from scratch. Il y a une équipe de commerciaux qui arrive et qui dit, bon, on va faire un domaine d'e-commerce. Donc il faut prendre tes développeurs, puis va construire ton architecture, va construire le produit final. Et donc ce dont on a besoin, c'est les produits, les catalogues produits, la gestion des commandes, la gestion des fournisseurs, et il faut le faire vite, etc. Donc, très bien. Le développement a commencé, il dure un petit peu, et puis au bout d'un certain temps, il y a un développeur qui arrive, qui sort de sa cave, et puis dit, bon, d'accord, on a fini. Bon, bien sûr, maintenant, on n'a plus cette situation-là, puisque tout le monde fait de l'agile, donc forcément, on arrive à anticiper. Donc au final, on se retrouve avec une architecture très simple, où il n'y a plus personne qui fait des architectures comme ça, mais de temps en temps, je peux vous assurer que ces architectures-là, elles sont toujours d'actualité. Bon, après, il faut comprendre les tenants et les aboutissants. Et donc, forcément, il y a une autre demande de business pour une autre fonctionnalité. Et puis là, tous les développeurs, ils s'en vont parce que, de toute façon, parce qu'ils savent bien qu'ils ont construit un gros monolithe qui est très difficile à faire évoluer. Et donc, il faut le refactorer. Le business demande plus de fonctionnalités. Et comment on peut refactorer un monolithe? On va demander à un sage. Donc, il faut découpler tous les composants, et puis que le domaine, que le modèle métier soit indépendant des aspects d'infrastructure. Et cela permettra de faire évoluer plus facilement l'architecture et les domaines. Ok, donc le développeur, il se dit, ok, il faut qu'on fasse ça, le découplage, il faut que la logique métier soit dans un module à part.
et que cela permettra aussi d'écrire des tests unitaires. Donc, ok, qu'est-ce qu'on a appris? Donc, on va dire, moi je la situe cette architecture au plus bas niveau, ça permet de faire les choses les plus simples très très rapidement. Et pour résumer, on peut dire que c'est très très facile à mettre en place, très facile à comprendre. Après, on peut pas monter à l'échelle très facilement. C'est très difficile à faire évoluer, à tester, à part les tests d'intégration, les tests des systèmes complets. C'est très difficile à la faire changer. Et donc, où on en était? Ah oui, il faut découpler. Donc, la première chose auquel on pense, on va se découpler de la base des données. Donc, bon, moi, je viens du monde .NET, mais c'est la chose la plus souvent utilisée, c'est un ORM. Et dans ce cas-là, nous, on utilise un Hibernate. Il faut se découpler de la base des données, comme ça, le modèle des domaines, il va être plus facilement changeable. Et donc, un autre composant qu'on va ajouter, ça sera un conteneur IOC. Bien sûr, tous les services, on peut les composer très très facilement avec un conteneur IOC. On va tout enregistrer là-dedans et ça va être, dès qu'on va résoudre l'objet de plus haut niveau, en fait, il va nous résoudre toutes les dépendances, toute la graphe d'objets. Donc, au fur et à mesure, on se retrouve avec une architecture, bon là c'est 2011, mais ça tient toujours en 2015. C'est qu'à chaque fois, on ajoute une couche chaque année pour se découpler des mauvaises choses qu'on a fait l'année précédente. Donc, ça devient un petit peu à grossir. Et puis sinon, il y a une autre variante, c'est que chaque architecte il doit laisser sa marque. Donc, quand on n'a plus de nom pour nommer les couches, on va choisir les noms des architectes. Comme ça va être beaucoup plus facile. Et donc, en attendant, les business demandent de faire évoluer la gestion des commandes, la gestion des fournisseurs, etc. Donc, on va proposer une architecture découplée. Je suis désolé, c'est high order repository, mapper, etc. C'est des interfaces .NET. Et donc, on va construire un modèle découplé, pour pouvoir facilement faire évoluer le modèle des domaines et ainsi faire les tests. Et donc, le problème de cette architecture, c'est qu'au bout d'un moment, on va se retrouver avec une interface et une implémentation. Oui, mais moi j'ai besoin de faire les tests, j'ai besoin d'avoir des interfaces pour pouvoir injecter les mocks, etc. Mais en réalité, une interface n'est pas une garantie d'une bonne abstraction. Ça, c'est le gros souci. Et ce qu'on appelle, ça, c'est la violation du concept Raised Abstraction Principle, qui dit qu'on devrait avoir 3 cas concrets avant de fournir une interface. Car une interface, elle ne doit pas être conçue en amont, elle doit émerger. Et bien souvent, ce qu'on fait, c'est que les interfaces, on les conçoit en avant parce qu'on dit on en aura besoin pour les tests, etc. Donc, le projet grossit et puis finalement, au bout d'un temps, est-ce que c'est plus facile à les faire évoluer? Ça, c'est une question qu'on peut tous se poser. Et donc, ce qu'on se retrouve, bon là, c'est un exemple de constructeur, c'est que les développeurs viennent et puis ils disent, oh, bon, puisqu'on a un conteneur d'injection de dépendance, on va ajouter juste une dépendance dans le constructeur et puis roule ma poule. C'est génial. On n'a plus ces réflexes de réfléchir aux abstractions et comment on pourrait modéliser différemment notre domaine pour arriver à quelque chose qui correspond vraiment aux besoins métiers. Et un autre problème, c'est que puisqu'on se découple de la base des données aussi, bien souvent avec un ORM, ce qu'on cherche à faire de toute façon, c'est des requêtes. Bah forcément, après, on va sur Stack Overflow, par exemple sur la question en Hibernate, comment faire des queries. Et il y a 7000 questions, parce que de toute façon, avec du SQL, on peut aller très facilement faire une requête. Alors que si vous devez utiliser du HQL
c'est pas aussi facile. Puis vous commencez à rajouter des propriétés transitives entre les différents, enfin si vos agrégats ils sont pas bien modélisés, et puis c'est très très difficile d'avoir un modèle qui soit très utile à la partie query, donc la partie affichage ou tout simplement les queries standards pour vérifier les règles métiers, etc. Donc, au bout d'un temps, on s'aperçoit qu'on a quand même construit un monolithe découplé, mais cette fois-ci, c'est un monolithe runtime, parce qu'il y a différents types de monolithes. Et là, c'est les monolithes runtime, c'est-à-dire que quand toutes les dépendances seront injectées au runtime, on va se retrouver avec quelque chose de très difficile à changer, à faire évoluer. Mais il est découplé. Et donc, il y a d'autres demandes du business qui arrivent. On voudrait avoir des vues différentes par utilisateur ou d'avoir des données agrégées différemment pour certains utilisateurs, etc. Et dès que vous réfléchissez à ce que vous avez, vous vous apercevez que peut-être le modèle que vous avez construit, il ne répond plus tellement aux besoins, et puis on a de plus en plus de mal à le faire évoluer. Et ce qui est aussi flagrant, c'est que bien souvent, quand on construit un modèle de domaine, on les construit au départ, alors que quand on les construit au départ, c'est le moment où on connaît le moins de notre domaine. Mais dès qu'on les branche avec tout ce qui est ORM, etc., par derrière, il n'y a plus personne qui veut trop le bouger parce qu'il dit on s'est tellement cassé la tête pour faire le mapping que de toute façon, on va faire une petite workaround pour contourner la problématique si on doit faire une query, etc. Donc, l'utilisation des frameworks, il faut le faire en connaissant tous les tenants et les aboutissants. Donc, bien entendu, le développeur, il sait que déjà le modèle, il ne le supporte pas. Et à chaque fois, dès qu'on ajoute une nouvelle vue, on doit casser le modèle et puis refaire le mapping de persistance, etc. Et ça a un impact sur les performances. Et donc, on va demander un avis à un sage, et puis il dit le mieux, c'est de séparer la partie écriture de la partie lecture. Et donc, on va résumer ce qu'on a vu par rapport à la deuxième architecture. C'est plus orienté domaine, c'est peut-être plus refactorable et évolutif, mais il y a quand même des inconvénients. Ça peut aussi mener vers des monolithes de type runtime. C'est pas si facile à faire adapter aux nouvelles demandes du business, très difficile à monter à l'échelle. Et puis de toute façon, dans votre équipe, les développeurs, ils doivent avoir des compétences un peu plus avancées sur tout ce qui est l'utilisation des ORM, l'injection de dépendance, etc. Donc, si on revient à CQRS, CQRS, c'est tout simple. On sépare la partie lecture de l'écriture, et si vous faites ça, vous faites déjà du CQRS, et il n'y a pas besoin de faire plus. Donc, pour le résumer, on va voir la partie donc écriture qui est commande, et la partie lecture qui est query. Donc, tout simplement, on peut, dans un premier temps, avoir la même base de données qui est synchrone, et la partie write avec la partie read va se synchroniser par exemple par le biais des procédures stockées ou des vues. C'est une solution valable. Pourquoi faire des vues dans le code avec une projection ORM alors si on peut le faire directement dans la base? Parce que tout ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un domaine qui n'a pas de responsabilité d'affichage ou de query et qu'il soit conçu uniquement pour réaliser des opérations ou de la logique métier pour le problème qu'on doit résoudre. Donc après, sur la partie commande, même si vous utilisez un ORM, parce que moi
ça m'arrive de l'utiliser. Tout ce que je fais, c'est get by ID ou load by ID, et ça s'arrête là en fait. Et à la partie lecture, j'ai fait mes reads, le view, les procédures stockées, etc., etc. Donc après, vous pouvez séparer en deux bases, avoir une base dénormalisée aussi. L'avantage, c'est que vous pouvez avoir une montée à l'échelle différente pour la partie lecture et la partie écriture. De toute façon, on sait bien que dans beaucoup de cas, la partie écriture, elle est moins sollicitée que la partie lecture. Donc on peut avoir des ressources différentes et des serveurs différents pour la partie lecture. Donc on constate bien souvent quand on applique, c'est que la performance d'affichage des queries augmente vraiment et qu'on peut faire une montée à l'échelle de la partie lecture et écriture différemment. Et l'évolution aussi de la partie métier est plus facile puisqu'on se concentre uniquement sur les use cases métiers. Mais cependant, il y a toujours des problèmes. Et on a parlé au départ que le business a demandé de construire tout ce qui concerne la gestion des ordres, la gestion des fournisseurs, etc. Et à chaque fois, dès qu'il y a une modification, il faut qu'il redéploie tous les systèmes, etc. Donc, ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que quand on a un système informatique, on a différents sous-domaines à l'intérieur d'un e-commerce. On va voir donc le produit catalogue, les stocks et la gestion des ordres. Et puis l'architecture que vous appliquez dans chaque sous-système, elle peut être complètement différente. Et si on regarde, par exemple, les domaines A, on peut faire du CRUD. Dans un autre sous-domaine, on peut faire du DDD. Et dans un autre CQRS avec Event Sourcing, etc., etc. Et comment savoir quel sous-domaine, enfin, quelle architecture on doit faire dans quel sous-domaine? Et en fait, c'est là où DDD rentre un petit peu en jeu. Et c'est pour ça que bien souvent, les questions qu'on pose, c'est que est-ce que quand on fait du CQRS, il faut faire du domain-driven design et faire de l'event sourcing? Et la question est non, puisque la séparation des lectures et d'écriture, ça suffit. Mais on entend souvent que lorsqu'on ajoute du domain-driven design, c'est pour une raison. Et donc, un aspect très intéressant dans le domain-driven design, c'est les patterns stratégiques, parce qu'il y a des patterns tactiques, tout ce qu'on appelle les repositories, les agrégats, les entités, les value objects, mais on parle moins souvent des patterns stratégiques qui sont pour moi les plus importants dans le domaine-driven design. C'est eux qui permettent de définir quel est l'avantage stratégique de l'entreprise, où est-ce qu'on doit mettre le plus d'efforts. On ne va pas investir dans tous les domaines, on va juste investir dans un domaine qui rapporte un réel avantage stratégique. Donc dans un domaine e-commerce, ça peut être différent d'un e-commerçant à un autre. Par exemple, Amazon, à un moment, ils ont vraiment investi sur tout ce qui est les algorithmes de recommandation. Ça leur a permis de ramener plus de monde et puis de proposer des articles qui sont plus en attente pour les utilisateurs. Et puis pour un autre e-commerçant, ça va être plutôt la gestion des stocks. On va dire que, par exemple, pour la FNAC, on va dire qu'il y a des magasins un petit peu partout en France. La gestion des stocks, c'est quelque chose de primordial parce qu'ils ne veulent pas avoir des produits qui encombrent, qui ne se vendent pas pendant des saisons. Ou par exemple, je sais pas, les tables des jardins, ça se vend très mal en hiver. Donc on peut améliorer ça, investir plus là-dessus pour avoir cette optimisation pour que les produits ils soient au minimum et puis disponibles pour les périodes où ils se vendent le plus. Donc, pour ces cas précis, on va dire la gestion des commandes, c'est le but stratégique. Et c'est là-dessus que vous pouvez ajouter du domain-driven design dans des démarches CQRS. Donc maintenant, on sait où on va mettre l'effort, on va continuer. Et
dès qu'on parle du domaine driven design, on parle des événements. Et les événements, c'est quelque chose qui est très, on va dire, important pour le business. C'est les événements métiers. C'est quelque chose qui s'est passé, c'est un fait qu'on ne peut pas nier ni changer. Et donc, il y a des méthodes différentes pour découper votre système basé sur des événements. Et Alberto Brandolini, il y a quelques années, il a commencé à parler d'une méthode qui s'appelle event storming. Donc, ça sert à placer avec les gens du business, les ramener dans la même pièce et puis de dire quels sont les événements qui sont importants pour vous. Au lieu de parler des concepts de type ordre, fournisseur, etc., vous oubliez tout ça et vous leur parlez des événements parce que ce qu'il est dans la conversation, ce que vous entendez, c'est souvent, par exemple, lorsqu'on a placé un ordre, lorsque quelque chose a été ajouté, c'est des choses qui se sont passées et c'est ça qui est important. Donc, les événements, on commence à y réfléchir. Et ensuite, ces événements, ils vont nous mener à construire des agrégats qui répondent mieux aux besoins. Donc, domaine driven design, c'est beaucoup plus que ça. Donc, il y a les bandes de contexte, context map, etc. Donc, dès que vous rentrez là-dedans, je vous conseille de vous plonger plus dans le domaine driven design. Et donc, si on veut franchir une nouvelle étape, on va dire, il y a une nouvelle fonctionnalité qu'on va ajouter à notre site e-commerce qui est la vente des billets. Ok, donc on l'a rajouté. Et on a un autre souci, c'est que lorsque on met en vente les billets, il y a des périodes, par exemple pour des groupes connus ou des artistes connus, où il y a les gens qui se connectent à une certaine heure, et le système devient vraiment inutilisable. Donc il est bloqué de partout. Et comment faire dans ce cas-là? Donc l'idée, c'est de découper avec les commandes et les événements d'une manière asynchrone. Donc les commandes, c'est vraiment quelque chose qui doit être synchrone, on va dire, et c'est les événements qui sont asynchrones. Je vais expliquer pourquoi. Mais ça, c'est un concept très important parce que si on commence à faire les événements asynchrones, on ne va pas s'en sortir très bien. Et donc, la troisième architecture, on va dire, ça rentre plus dans... il y avait une présentation sur l'hexagonal architecture. Donc, ça rentre très bien là-dedans, dans cette catégorie-là. Et on peut avoir donc différents avantages. Donc la partie lecture peut être toujours les désavantages. En fait, on va commencer par là. La partie lecture, elle peut être toujours bloquée lorsqu'il y a un rush ou il y a une demande forte des utilisateurs. Par contre, on peut monter plus facilement à l'échelle parce que la partie lecture et l'écriture sont découpées et la partie du domaine répond mieux aux besoins vraiment des utilisateurs. Donc après, la contrainte, c'est que votre équipe soit connaisse le domaine driven design et puis non seulement l'équipe technique, mais aussi qu'il y a cette culture dans l'entreprise en parlant avec le product owner et les gens du métier, que vous puissiez construire un ubiquitous donc langage omniprésent pour retrouver les concepts métiers dans votre code. Donc, où nous sommes là maintenant, c'est le découpage entre les commandes et les événements. Donc la commande, c'est une intention business qui est toujours l'impératif. Il faut placer un ordre. Et les événements, c'est un fait immutable qu'on ne peut pas changer, comme order placed. De point de vue technique, la commande, c'est 1 à 1. Donc il y a quelqu'un qui émet la commande, il y a un handler. Et c'est toujours d'une manière synchrone. Parfois, il y a des commandes qui prennent beaucoup de temps à se faire exécuter. Donc le workaround consiste à toujours retourner en mode synchrone l'approbation que la commande a été reçue,
qui a été validé et faire le traitement de la commande d'une manière asynchrone. Et après, vous pouvez, avec un ID de process qui est retourné lorsque vous placez la commande, d'interroger l'état de votre système sur où il en est en fait pour traiter votre commande. Mais ça nécessite une adaptation de l'interface utilisateur parce que vous n'allez pas bloquer l'utilisateur sur un écran. Il faut réfléchir à une transition un peu plus intelligente. Si on doit en fait dessiner rapidement, donc ce qu'on va introduire c'est un bus des commandes qui va dans la partie applicative. Application service, on va dire, c'est le use case. Donc les commandes arrivent de la partie UI et ensuite on va l'envoyer sur un bus des commandes. Il y a un handler de commandes unique qui va la récupérer, charger le domaine du repository et lorsqu'il va appliquer la logique métier, un événement va être produit qui va être par exemple récupéré par la partie lecture où vous pouvez avoir un générateur de modèles de vue. Et ce générateur de modèles de vue, il peut écouter n'importe quel type d'événement. Et bon, en réalité, il y a beaucoup de contraintes. C'est pas si simple que ça en a l'air parce que est-ce que tous les événements que vous envoyez, il y a des informations dont vous avez besoin pour reconstruire vos modèles de vue. Il y a des techniques d'enrichissement d'événements qui permettent en fait de fournir on va dire des informations supplémentaires pour construire le modèle de lecture. L'avantage d'un générateur de modèles de lecture, c'est que puisque vous êtes basé sur les événements, et les événements sont stockés en base de données, si jamais vous avez des incohérences, vous pouvez tout simplement cracher votre modèle de lecture et puis les reconstruire en rejouant les événements que vous aviez eu dans le passé pour remettre votre état de lecture à jour. Donc si on prend deux contextes différents de ce domaine, on peut avoir ce qui est important, c'est la connexion entre les deux. Donc les événements peuvent être écoutés d'un sous-domaine à un autre. L'architecture n'est pas forcément la même. On peut avoir parfois du CRUD avec des événements, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en place parce que dans ce cas-là, dans la partie CRUD, les événements deviennent juste les événements d'intégration, mais on a besoin quand même de les stocker pour pouvoir avoir tous les systèmes synchrones. Et bon, après, c'est encore une autre variante avec un read model qui est, on va dire, commun entre les deux contextes. Parce que dans la partie précédente, chaque contexte avait son modèle de lecture à lui. Mais il y a aussi des variantes où on peut avoir un modèle de lecture commun. Il y a parfois, par exemple, lorsque vous avez une dispersion géographique de vos systèmes, si on a un modèle de lecture en local, c'est plus bénéfique que d'avoir un modèle de lecture commun. Et donc, ça rajoute une nouvelle contrainte parce que en passant par les commandes et les événements, vous vous apercevez que les vues ne sont pas rafraîchies, on va dire, automatiquement et qu'il peut y avoir un lag. Et donc, c'est qu'on a, voilà, eventual consistency, je crois qu'on m'avait dit, en français, c'était pas la consistance éventuelle, mais cohérence à terme, c'est ça, voilà. Et donc, mais ces problèmes-là, en fait, l'avantage de l'architecture CQRS, c'est que ces problèmes-là, on les rend explicites. Parce qu'à moins que vous fassiez dans vos applications des applications réactives, vous avez déjà la cohérence à terme, mais elle est implicite. Puisque si vous affichez un écran et que, entre-temps, un autre utilisateur a modifié la donnée, le premier utilisateur,
il va remodifier la donnée, vous allez devoir gérer un conflit. Donc soit c'est l'optimistic concurrency ou pessimistic concurrency, ça dépend comment vous voulez gérer, mais il y a déjà un problème puisque du moment où la donnée est affichée à l'écran, elle est déjà obsolète. Avec le pattern CQRS, on les rend explicites puisqu'on doit les gérer d'une manière explicite. Donc on sait que à ce moment-là, il y a les cap théorèmes qui rentrent en jeu, qui dit que parmi ces trois propriétés, on ne peut pas avoir deux propriétés qui sont garanties en même temps. Et donc CP, AP et CA, donc CA n'est pas cohérent. Donc on va dire, pour expliquer rapidement les CP, c'est qu'on va dire on va vouloir la cohérence et le morcellement, je crois, c'est enfin le partition tolerance. Moi, après, j'ai essayé de traduire en français, mais je trouve pas les termes. Et donc, si par exemple il y a un crash réseau, on va dire on sacrifie la disponibilité de données, donc on ne peut pas accéder puisqu'on veut garder la cohérence entre les deux nœuds. Ensuite, si on prend les AP, on dit on sacrifie la cohérence des données. Donc l'utilisateur à n'importe quel moment pourra accéder à un nœud 1 ou nœud 2, mais on ne peut pas garantir lors d'un crash réseau que les données entre les deux nœuds soient cohérentes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas comme ça à la légère, puis on se dit je pense que ça va mieux convenir. Ça, c'est des décisions qui doivent être prises par les business et qui doivent être résolues par le business. Mais si on reparle un petit peu des écrans, c'est que vous utilisez tous les jours des applications qui sont distribuées où les écrans sont faits de telle manière à ce que vous ne voyez pas la différence entre la cohérence et la disponibilité. En prenant un exemple Facebook, lorsque vous avez des amis par exemple aux États-Unis et que vous postez votre statut, vous écrivez sur son mur, vous ne pensez pas que tout de suite ça va être répliqué d'une manière transactionnelle à l'autre bout du monde et s'afficher sur son écran. Parce que tout de suite, si vous faites F5, vous voyez que en fait, ce que vous avez posté, ça ne s'affiche plus. Mais il y a un petit trick qu'ils ont fait, c'est que tout simplement, ils vont garder l'état sur les clients et ça va s'afficher directement dans les fils de vos actualités, puis vous n'avez pas les réflexes de récliquer à chaque fois sur le bouton rafraîchir pour savoir si la donnée était rafraîchie. Donc toutes ces petites techniques comme ça, on utilise également lorsqu'on fait du CQRS ou des systèmes distribués. Et une autre technique, c'est de faire une suite d'écrans qui va permettre, par exemple, de faire transiter l'utilisateur par des étapes. Et quand il va initier une commande sur le premier écran, le temps qu'il transite sur le dernier, on sait que la commande a le temps de s'exécuter, puis on va lui afficher un statut final. Enfin, il y a beaucoup de techniques, c'est vraiment suivant les cas business. Et donc, la cohérence à terme, en fait, ça permet d'avoir d'enlever la contrainte des transactions distribuées, parce qu'on sait tous que les transactions distribuées c'est pas très performant et enfin, s'il y a beaucoup de systèmes qui participent dans une transaction, on a un gros potentiel que la transaction ne réussisse pas et qu'elle tombe en échec. Mais il y a toujours des petits problèmes avec la synchronisation par les événements, parce que si ça marchait juste comme ça aurait été génial, mais il ne faut pas oublier qu'on a des problématiques réseau, et tout simplement, le fait d'envoyer un événement, ce n'est pas une garantie que les deux sous-systèmes soient cohérents, puisque si vous envoyez un événement d'un sous-système A vers le sous-système B, et puis qu'entre-temps, il y a un crash réseau et l'événement soit perdu, ben, vous avez une désynchronisation des deux systèmes. Donc la première méthode, ça aurait été de faire une transaction, on va dire, globale,
mais ça c'est très long. Une autre technique, vous pourriez utiliser, vous appuyer sur le middleware. Si vous avez les queues qui permettent de gérer les transactions, ça peut être une solution. C'est un peu mieux, mais c'est dans les cas où on a besoin de performances hyper importantes, ça ne marche pas très bien. Et un autre système, c'est de pouvoir stocker les événements qui doivent être publiés en local et les événements qui sont enregistrés, on va dire, l'état, les événements de votre domaine, plus les événements qui doivent être publiés vers d'autres systèmes. Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez avoir une seule transaction pour enregistrer les deux. Et l'inconvénient, c'est que vous n'avez pas la garantie qu'un événement ne soit pas envoyé deux fois, puisque on va avoir une table des événements à publier. Et lorsqu'on publie l'événement, il y a un crash réseau, donc il ne sera pas marqué en tant qu'envoyé. Puis la deuxième fois, si le réseau revient, vous les renvoyez une deuxième fois. Donc ça, c'est des problématiques qu'il faut gérer. Puis ça peut être géré soit avec l'infrastructure, ou soit vous garantissez que tous les clients, ils soient, on va dire, ils traquent les événements qui ont été intégrés. Donc ça, c'est une solution aussi, mais c'est vraiment suivant les contraintes que vous avez qu'il faut choisir la bonne. Et donc, ça c'est, on est dans un état où on a un système CQRS basé sur du Domain Driven Design. Donc on a les événements, mais ces événements-là sont pas event sourcés. Donc on va dire qu'on stocke toujours les snapshots de notre dernier état, malgré qu'on utilise les événements pour communiquer entre les différents sous-systèmes. Et donc si on doit rajouter l'historique, les cas les plus simples, c'est déjà utiliser les événements que le système a produits au fil de l'eau. Et les événements, si vous y pensez, c'est un concept très fort, ce qui s'intéresse à la programmation fonctionnelle et avec les valeurs immutables. Et la programmation objet, elle est un petit peu, on va dire, on va remplacer l'état à chaque fois par un nouvel état. Alors que les événements, ils s'accumulent dans le passé, on ne peut pas les changer, et puis si on veut corriger l'état de notre système, on doit rajouter un nouvel événement correctif. C'est comme si vous aviez chez les comptables qu'il écrit les différentes entrées-sorties dans deux colonnes, les pertes et les bénéfices. Et puis s'il venait gommer à un moment une ligne pour la remplacer, ça marche tout simplement pas. S'il s'est trompé dans une colonne, il va rajouter une nouvelle ligne par-dessus qui va corriger la ligne qui est fausse. Donc c'est à ça que les événements vont être utiles. Donc pour résumer, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est l'architecture CQRS plus Domain Driven Design. Ça permet d'avoir des systèmes, on va dire, des sous-systèmes différents qui communiquent d'une manière asynchrone. Et cela permet d'avoir en fait, les découplages entre les différents sous-systèmes et des architectures différentes aussi, qui permettent d'avoir un investissement plus ou moins important suivant l'importance de votre sous-système. Et donc, si on revient à la question pourquoi on aurait besoin de stocker les événements, et c'est tout ces historiques-là, donc j'ai répondu un petit peu avec l'exemple du comptable, mais également il y a les problématiques légales, c'est pour l'audit, pour les logs. Et également, si on devait remonter, il nous faudrait une machine à remonter le temps. Et lorsque vous stockez juste les derniers snapshots, c'est très difficile de le faire. Il faut avoir de l'historique à côté. Alors que les événements, c'est l'historique. Donc ici, on a deux modèles qui peuvent être
on va dire c'est un seul modèle qui peut être représenté de deux manières différentes. Là, c'est à gauche le modèle classique, on va dire, les entités, les liens entre elles. Et là, à droite, le modèle event sourcé. Donc à chaque fois, tous les événements qui sont passés dans notre système, on va les ajouter un par un. Et lorsque vous rechargez l'état de votre agrégat, de vos entités, dans le premier cas, on va dire tout simplement le dernier snapshot. Et dans les cas à droite, on va relire tous les événements un par un depuis le début. Et puis on va les réappliquer sur nos entités, enfin, par le biais d'aggregate route en fait. Après, vous pouvez vous poser la question s'il y a quelques millions depuis le début du temps d'événements, le système il sera peu performant, mais il y a une technique des snapshots. On va créer un snapshot tous les, par exemple, 10 000 événements pour accélérer en fait la remise à niveau de vos entités et puis de l'état de vos entités. On ne va pas trop rentrer dans les détails du snapshot. Et donc, pour stocker efficacement les événements, le mieux c'est d'avoir un event store. Vous pouvez l'écrire vous-même, mais c'est très compliqué. Et puis, on peut les stocker dans des tables, etc. C'est suivant les besoins, mais si vous prenez un event store qui sait le faire, il y a par exemple celui de Greg Young, il est très, très performant et puis qu'il est optimisé à ce type de problématiques. En plus, il a une fonctionnalité, par exemple, de pouvoir réaliser des projections, de créer des événements enfin des streams d'événements à la volée qui peuvent être exploités par les business plus tard. Donc, on peut avoir l'Event Store pour l'écriture et puis pour recharger l'état de vos entités, mais on peut également avoir un Event Store qui fait tout, qui fait aussi la partie écriture et la partie projection. Donc c'est suivant les capacités de votre système que vous utilisez. Donc cela permet de répondre à des questions. Donc pourquoi on utiliserait des événements? Les cas en fait que j'ai pas évoqué mais qui peut être intéressant lorsqu'on revient sur cette slide rapidement, c'est que si maintenant le business vous dit j'ai besoin de savoir que lorsque un client avait ajouté 2 items dans son shopping cart, et si notre système de recommandation il propose qu'on croit des articles plus intéressants, est-ce qu'il va les retirer puis rajouter les articles qu'on lui propose? Si vous avez ces cas à résoudre, avec le système à gauche du dernier snapshot, c'est très compliqué à les faire. Maintenant, avec les événements, vous pouvez très facilement les réanalyser et puis vous voyez la suite dans le temps d'événements qui se sont passés pour répondre à cette question. Donc, si vous avez cette problématique business, c'est là où c'est très avantageux à réfléchir à l'intégration des event sourcing dans vos applications. Il y a d'autres avantages aussi. Pour par exemple, debugging, les événements que vous avez en production, vous pouvez les ramener en local, puis les rejouer comme si vous étiez en prod, très très facilement. Donc pour le débogage, c'est très très facile. Et pour tester votre système, c'est aussi hyper facile. Au lieu de vous coupler vers tout ce qui est l'infrastructure avec les mock, etc., tout ce que vous testez, c'est vous envoyez un type de commande et par la suite, vous écoutez quels événements se sont produits. Donc, c'est très facile à tester. Et donc, voilà. Donc, ça, on va dire, c'est CQRS, Domain Driven Design, Event Sourcing. Donc, bien sûr, on gère les contraintes du domaine concurrent. Le domaine concurrent, ça a été la demande du business de pouvoir faire la vente des billets. Ça permet de ne pas bloquer les utilisateurs, lorsqu'on a beaucoup d'utilisateurs à peu de ressources. Et
un autre avantage, c'est que vous pouvez faire les événements qui sont stockés, c'est très important pour les business, donc vous pouvez faire des projections, des simulations sur des données historiques très facilement. Puisque vous avez l'historique, vous pouvez dire comment ma stratégie se serait comportée il y a 6 mois si ma stratégie avait ces fonctionnalités qu'on est en train d'implémenter aujourd'hui. Et avec les événements du passé, vous pouvez les rejouer et avoir un résultat. Donc il y a beaucoup de bénéfices à implémenter ces systèmes si vraiment les besoins métiers le demandent. Donc ça, on va dire, c'est l'archi la plus compliquée dans la hiérarchie des besoins. Lorsqu'on a des besoins du domaine concurrent, des problématiques distribuées, etc., on va pas l'implémenter tout de suite. On va vraiment réfléchir à toutes les contraintes métiers pour choisir cette architecture-là. Et donc, CQRS, c'est pas un nouveau jouet ou un silver bullet ou tout ce qu'on veut. Ça ne résout pas tous les problèmes. Ça doit vraiment répondre à des besoins métiers. Donc, je disais, le domaine collaboratif, la montée à l'échelle de la partie lecture, l'optimisation des performances. Il y a des gens qui font du CQRS dans des domaines bien particuliers où il y a différentes contraintes de latence sur différents modèles. Donc il y a vraiment des contextes différents suivant les besoins. Ou si vous avez des workflows complexes à mettre en place. Donc après, bien sûr, il faut intégrer la notion DDD avec les agrégats, etc., donc un process. Donc on ne va pas trop rentrer dans les détails d'un process manager, etc., mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est la fin. Voilà. Allez-y. Merci. Allez-y. Question sur les différentes technologies niveau store qui sont utilisées aujourd'hui. En fait, moi récemment, j'ai vraiment commencé à utiliser le Event Store ah oui, quelles sont les différentes technologies pour l'Event Store qu'on peut utiliser. Donc, en fait, les événements peuvent être stockés d'une manière très simple, comme je disais, dans une table toute simple, ou par exemple dans les clouds. Mais il faut se rendre compte des problématiques de performance. Donc moi, ce que j'ai commencé à utiliser, c'est l'Event Store de Greg Young. Il y a les connecteurs pour tous les langages. Il y a pour la plateforme Java, pour .NET et même pour le langage fonctionnel Haskell. C'est que c'est performant. Et il y a des fonctionnalités de projection qui peuvent être aussi intéressantes pour gérer la partie lecture ou tout ce qui est gestion des streams. Donc, je ne sais pas si ça répond. En fait, aujourd'hui, on utilise Redis, mais on avait quelques problématiques sur le compactage, ce genre de choses. Oui. On pensait passer à Kafka, en fait. Mm-hmm. Là-dessus, je voulais savoir s'il y avait d'autres technos qui étaient pour moi, le Kafka, en fait, ça n'a pas le même but que le CQRS avec les Event Store. C'est plus à l'analyse des streams, on va dire, en temps réel du système, alors que là, c'est plus le stockage des événements et puis la possibilité de les rejouer, en fait, d'une manière très, très rapide et puis pouvoir les compacter, etc. Donc, les manipuler facilement. Donc, comme je disais, Event Store, il y a plein de choses qui permettent de le faire. Après, si vous utilisez d'autres technologies, vous devez le faire manuellement. Donc, ça, c'est des choses à considérer. Voilà. Une question, c'est si on a plusieurs événements dans un flux particulier et qu'on veut les exécuter en parallèle, on peut avoir des risques de finir un événement plus ancien avant un événement plus récent. Qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce que vous conseillez pour ordonner finalement les événements tout en pouvant paralléliser les choses?
Bah, en fait, bon, déjà, la question en ordonnancement des événements, en fait, enfin, c'est une question métier, si c'est important ou pas. Parce qu'il peut y avoir des événements où l'ordonnancement n'est pas important. Et si c'est important, bah, il faut les gérer d'une manière ou d'une autre. Et bien souvent, moi, si j'ai la possibilité de m'appuyer sur le middleware qui garantit, par exemple, l'ordonnancement des événements, je le fais. Et sinon, je me base sur un timestamp qui permet en fait à la récupération. Il faut faire des anti-corruption layers à la récupération qui permet d'organiser les événements correctement, mais c'est du code que vous devez ajouter et maintenir par la suite. Donc je ne sais pas si ceux qui en font du CQA sont d'autres techniques, mais c'est celle que j'ai utilisée personnellement. J'ai une autre question, est-ce que les événements peuvent être réversibles? Ou est-ce qu'on doit le faire? Pouvoir faire marche arrière sans repartir d'un snapshot précédent, pouvoir chaque événement soit autoportant dans un sens et dans l'autre. Faire de nous. Bah, en fait, les événements, ils sont immutables. Donc on peut parler... Ils peuvent porter, je remplace telle valeur par telle valeur, ce qui permet de faire marche arrière. Bah, justement, les événements, on ne devrait pas pouvoir... il faut faire ajouter, c'est append only, donc il faut rajouter un nouvel événement correctif en fait. Donc c'est toujours comme ça qu'on fait. Il y a des cas un peu particuliers où on peut avoir des événements, par exemple, où par exemple on enregistre un événement avec une valeur et puis plusieurs jours plus tard on s'aperçoit que cette valeur elle devrait être différente. Et donc soit on fait par cette technique-là, soit on peut avoir un deuxième stream parallèle d'événements qui est as off et as at en fait. On peut rejouer, avoir des valeurs différentes, mais si on analyse le côté métier, bien souvent, si on a ce besoin-là, il y a une partie qui est pour la partie écriture et l'autre, souvent, on utilise pour la partie query. Donc ça, c'est des gestions qu'on peut faire. Est-ce que tu as des conseils à donner? Est-ce qu'on fait plutôt une archi active-active où chacun essaie de synchroniser, ils exécutent tous des requêtes en écriture? Ou est-ce que tu préfères juste avoir un nœud actif ou un nœud passif qui sont juste prêts à être up? Donc en fait, la question est, si je résume, si on a plusieurs clusters d'event store, c'est ça? Comment on le fait? Ouais, enfin le même agrégat mais qui fonctionne en cluster. Mais aussi pour des besoins de perte. Ouais. Ben, après, ce qui serait bien, c'est d'avoir aussi un cluster de Event Store qui va correspondre et qui, lui, il va prendre en charge la synchronisation entre les différents entre les différents clusters d'Event Store, en fait. Donc, après, avant... par exemple, maintenant j'utilise également Event Store pour ces problématiques parce qu'il prend en charge tous les clustering, etc. Mais avant, quand ça n'existait pas, puis on le faisait un petit peu d'une manière artisanale en utilisant d'autres stores NoSQL, ben, on le faisait manuellement, mais il y avait toujours une latence de synchronisation entre les différents agrégats puis qu'il fallait prendre en compte. Et ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on expliquait... par exemple, sur la partie client, on essayait de faire des sticky sessions pour les utilisateurs, qu'ils puissent taper au maximum sur le même cluster, en sachant que, par exemple, en disant, si jamais vous tapez sur un autre cluster d'autres utilisateurs, vous n'êtes pas certain que les données soient encore cohérentes. Voilà, donc ça, c'est des choses qui peuvent être gérées, mais c'est vraiment suivant les cas business, quoi, en fait. Le modèle de vue, dans la base de vue, est-ce qu'il est préférable de dupliquer les données pour coller le plus possible à l'utilisation commentaire, ou plutôt de modéliser et ensuite de faire la transformation quand on fait les requêtes? Donc la question est, c'est que dans la base de vue, est-ce qu'il est préférable de dupliquer les données ou les transformer pour faire les requêtes? Ben, en fait, la base de vue... Enfin, la duplication des données, elle n'est pas
enfin, les données, il faut qu'elles soient cohérentes. Donc, c'est difficile à répondre, mais enfin, moi, j'essaye pas de les dupliquer. Je les duplique vraiment si j'ai des read modèles différents dans des endroits différents. À ce moment-là, on passe par la duplication, mais sinon, je fais juste des vues dénormalisées qui portent sur les mêmes données, en fait, de la partie lecture. Voilà. Ok, bah, merci tout le monde.